administrateur d'Air France, je suis devenu aussi administrateur d'Air France KLM. Le conseil d'administration, c'est une sorte d'instance d'une quinzaine de personnes dont les attributions sont de vérifier l'évolution de l'entreprise, désigner ses dirigeants et vérifier que les dirigeants mettent bien en œuvre la stratégie qui, normalement, d'un point de vue légal, doit être élaborée par le conseil d'administration. Je précise d'un point de vue légal parce que c'est souvent en fait les dirigeants, PDG, directeurs généraux, COMEX, comité exécutif, c'est plutôt eux qui définissent la stratégie, mais d'un point de vue formel et légal, c'est le conseil d'administration qui doit le faire et qui vérifie ensuite que c'est bien mis en œuvre par les dirigeants. Donc ayant exercé ces fonctions, ayant travaillé longtemps à Air France, je connais assez bien le transport aérien et tout particulièrement ce qui s'est passé ces dernières années, à la fois à Air France KLM, mais aussi sur l'ensemble du monde, parce que ça faisait partie de mes attributions de surveiller tout ça, pour voir ce qui se passait. Donc voilà qui je suis. Maintenant, j'évoque le sujet principal que j'avais abordé en début d'année, c'était le transport aérien vis-à-vis du problème du réchauffement climatique et quelle était la contribution du transport aérien au réchauffement climatique et les efforts qu'il produisait pour limiter ce réchauffement climatique. C'était le sujet du moment, on a bien discuté de ça. Pour vérifier si le transport aérien faisait sa part ou pas, on pourra détailler par la suite. Et on avait prévu d'en reparler de façon plus détaillée quelques mois plus tard, c'est donc maintenant. Mais il y a un événement absolument incroyable qui s'est produit pendant ce temps-là, c'est la crise du Covid. Alors elle était déjà presque là en janvier, parce qu'on voyait que ça avait démarré en Chine, à Wuhan, une grande ville chinoise, qui était très peu connue en France à cette époque, mais en revanche, moi je la connaissais, Wuhan, et sans doute vous deux, parce que Air France avait déjà ouvert une ligne vers Wuhan depuis quelques années. Et voilà, ça a démarré apparemment à Wuhan, sans que ce soit une certitude absolue, parce que peut-être vous l'avez entendu, mais il y a une clinique française qui a fait des travaux pour examiner des cas de pneumonie qu'ils avaient trouvés dans les mois passés, et ils ont découvert que dans des prélèvements qu'ils avaient faits sur des malades en novembre, alors que le virus a été officiellement déclaré en existence le 31 décembre en Chine, en novembre, des malades en France ont été soignés de pneumonie sans qu'on détecte qu'ils étaient porteurs du virus. Donc virus né en Chine peut-être, mais peut-être plus tôt que ce qui a été dit en tout cas, et avec déjà des contaminations à l'étranger semble-t-il, puisque jusqu'à ce que ce soit contredit, on aurait trouvé du Covid en novembre en France. Il est apparu en Europe d'abord en Italie, puis ça s'est répandu jusqu'à la France dans les conditions que vous connaissez. On pourra en parler peut-être plus en détail après, en tout cas c'est pas le sujet principal. Donc le sujet principal c'est l'impact du transport aérien sur le climat. Je vais redire quelques généralités. D'abord, c'est à partir de quand sur la planète on s'est intéressé au problème du climat, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Dans ma jeunesse, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Alors, ça a commencé à être regardé, on va dire, à partir d'initiatives qui ont été prises dans les années 70. Il y a un club qui s'est constitué qui s'appelait le Club de Rome, qui était composé d'un certain nombre de fonctionnaires, de chercheurs, de scientifiques, d'acteurs, de décideurs dans le monde, comme des dirigeants d'entreprise, par exemple, qui avaient constitué un club pour vérifier si la façon dont fonctionnait la planète dans son ensemble, l'économie, l'évolution de la planète, si tout ça pouvait se poursuivre comme en prolongeant la situation dans laquelle on était à ce moment-là. Ils se sont constitués en 68 et en 72, ils ont commis un organisme, une étude spécifique pour travailler sur certains travaux et qui a abouti à un rapport qui s'est appelé le rapport Meadows, du nom de celui qui a signé, on va dire, ce rapport. Et ce rapport mettait en évidence que la planète étant d'une taille finie, la planète est finie, 13 000 km de diamètre, elle ne peut pas grossir, ce qu'elle contient ne peut pas s'accroître, c'est ce que c'est, à part quelques météores qui tombent sur la Terre, il n'y a rien qui peut faire en sorte que la planète grossisse dans ses ressources. Et ces gens, déjà en 72, ont dit on a un problème, c'est que la population s'accroît, la durée de vie de la population s'accroît, les besoins s'accroissent, on invente de nouveaux besoins, on prélève des ressources et on crée déjà beaucoup de pollution. Et donc l'essentiel de ce rapport, c'était de dire attention, il y a des pollutions énormes qui commencent à apparaître ici ou là, et c'est un sujet. Et ils développaient des scénarios où ils prolongeaient toutes les courbes de démographie, d'activité, de ceci ou de cela. Ils se rendaient compte que tous les scénarios qu'ils prolongeaient, des plus pessimistes aux plus optimistes, aucun n'aboutissait pas à un moment donné à une crise
de civilisation. C'est-à-dire, à un moment donné, toutes les courbes s'infléchissaient, y compris les courbes démographiques, et il y avait un problème. Donc, ils ont considéré en 1972 qu'on ne pouvait pas prolonger ce que l'on connaissait à l'infini sans que ça débouche sur un sérieux problème à un moment donné, et même avec les scénarios les plus optimistes à l'époque. Pourtant, à cette époque-là, l'enjeu du réchauffement climatique n'était pas encore formellement identifié. On ne parlait que de pollution, mais pas d'enjeu climatique. Puis il y a eu d'autres instances par la suite. Je vais essayer d'aller très vite. Le sommet de la Terre à Rio en 92, puis le protocole de Kyoto en 97, et tout ça étant agrémenté chaque année d'instances qu'on appelait les COP. Alors les premières COP, on en entendait. On a fini surtout à en entendre parler. Il y en a eu une à Copenhague, où le grand public a entendu dire que c'était un échec, parce que les écologistes présents ont dit que c'était un échec. En réalité, ce n'était pas particulièrement un échec, mais c'est comme ça que ça a été traduit dans la sphère médiatique. Et puis après, il y a eu la COP 21 de Paris, dont là, on a dit que c'était un succès, parce que tous les pays avaient signé des engagements assez importants, dont la France. Je vais évoquer ces engagements, mais soyons clairs, que ce soit Copenhague réputé un échec ou Paris qui était réputé un succès, en fait, il ne s'est rien de passé de particulier, de mesurable aujourd'hui dans la mesure du problème qui est le réchauffement climatique lié essentiellement à la consommation d'énergie qui provoque principalement des gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique pour son origine anthropique, c'est-à-dire liée à l'homme. Il peut y avoir du réchauffement climatique lié à d'autres causes, et ça se produit de façon cyclique sur la planète Terre. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes chaudes, y compris plus chaudes qu'aujourd'hui, mais en revanche, ce qui se produit aujourd'hui, c'est manifestement lié de façon très rapide à l'origine humaine, donc dite anthropique. Les engagements de la France à ce moment-là, c'était de dire, à la COP21, donc, que la France voudrait réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre, donc de tout ce qui participe au réchauffement climatique, de réduire de 40% d'ici 2030 sur la base du niveau de référence de 1990. Et deuxième objectif, d'aller jusqu'à 75% de réduction des émissions d'ici 2050, donc 20 ans après 2030, toujours par rapport au niveau de 90. Donc ça, c'était l'engagement de la France. Et pour tenir cet engagement, elle avait dit à l'époque qu'elle voulait porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation. Alors, parler d'énergie renouvelable, ça n'a pas de rapport direct avec le réchauffement climatique, parce que dire que c'est renouvelable, ça veut dire qu'on en aura toujours encore à l'infini. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne participe pas au réchauffement climatique. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a plusieurs sujets. Le réchauffement climatique, est-ce qu'il y contribue? Et l'épuisement des ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables. Et donc on sait que le pétrole, il y aura une fin du pétrole. Le gaz, il y aura une fin du gaz. Le nucléaire, peut-être que l'échéance serait plus lointaine parce que ça consomme peu finalement de matière radioactive, mais ça aura aussi une fin quand il n'y aura plus de matière radioactive, sauf si on aboutissait à l'utilisation de la fusion nucléaire, qui est le fait d'essayer de reproduire le fonctionnement du Soleil avec un combustible qui est l'eau, l'hydrogène de l'eau. Donc là, ça, on sait que c'est à peu près infini, puisque l'eau reste sur Terre, mais on est loin d'en être là, donc il ne faut pas trop avoir d'espoir vis-à-vis de la fusion nucléaire, mais même le nucléaire qui ne provoque pas de gaz à effet de serre, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de réchauffement climatique qui est dû au nucléaire. En revanche, il y a des pollutions qu'il faut traiter avec le nucléaire. C'est un autre problème. Et il y a des risques, qui ne sont pas que le risque de pollution, mais qui est un risque d'accident, vous le savez. Donc la France dit qu'elle veut porter à 32% les énergies renouvelables dans sa consommation énergétique d'ici 2030. On n'est pas du tout sur les trends, les engagements qui sont pris là. On n'est pas sur ce qu'il aurait fallu faire depuis les engagements de la COP 21 pour que ce soit possible. Et il y a un organisme qui a été créé récemment par le gouvernement actuel, qui est le Haut Conseil pour le climat, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc qui est constitué d'un certain nombre de scientifiques et qui, tous les trimestres, font le point de la situation, qui rendent un rapport, examinent tous les trimestres la situation et font un rapport annuel. Ils ont déjà publié, je crois, 2 rapports annuels, et c'est clair, ils disent on n'est pas du tout sur la trajectoire des engagements pris. Donc la France, on va dire, globalement, ne fait pas son boulot dans le domaine, dans ce qui a suivi la COP 21. Et en fait, il y a très peu de pays dans le monde, il y en a 2 ou 3 qui tiennent les engagements qu'ils ont pris. La France n'est pas du tout dans cela, mais il n'y a pas que la France qui n'est pas dans cela, malheureusement.
Sans parler des pays qui ont dénoncé les engagements qu'ils avaient pris, comme les États-Unis, où eux, ils disent de toute façon, on sait qu'on n'y arrivera pas, donc c'est même pas la peine de rester signataire, puisqu'on sait qu'on ne le fera pas. Il y a des pays qui sont signataires, je crains qu'ils sachent déjà qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs, mais en tout cas, ils maintiennent leur signature, la France fait partie de cela. Alors, une particularité aussi, avant de parler du transport aérien, la France n'est pas dans les pires pays vis-à-vis du réchauffement climatique, et principalement et particulièrement parce qu'elle a justement ces centrales nucléaires qui font qu'au moins pour la production d'électricité, elle est vertueuse vis-à-vis du réchauffement climatique parce que le nucléaire ne crée pas de gaz à effet de serre. En revanche, c'est les inconvénients qu'on connaît tous sur le nucléaire. Mais sur la partie production énergétique, électricité, elle est dans les 3 pays les plus vertueux d'Europe. Il n'y en a que 2 qui font mieux que la France. Ils font mieux parce qu'ils ont des barrages. C'est des pays nordiques qui ont des facilités géographiques pour avoir des barrages, de l'hydraulique. La France n'a pas toutes ces facilités pour avoir des barrages. Et quand on veut faire un barrage de plus en France, vous savez tout de suite ce que ça provoque. Donc on pourrait en faire, mais on s'interdit de les faire. Et son parc nucléaire fait qu'elle est très vertueuse. Pour donner un ordre de grandeur, quand la France produit 10 en termes d'inconvénients de gaz climatique, la Pologne, par exemple, qui est le plus mauvais élève de l'Europe, produit 100. C'est dans un rapport de 1 à 10 entre la Pologne, qui fonctionne complètement au charbon pour son... En France, il reste encore 4 centrales à charbon et l'engagement de les fermer est pris. Moi, j'ai habité assez longtemps près d'une centrale à charbon qui était à Vers-sur-Marne. Elle est fermée aujourd'hui, mais je sais ce qu'était la pollution d'une centrale à charbon, la pollution locale, et il y a aussi la pollution générale par le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, il est planétaire. Hein. Même si on le provoque en France, c'est le monde entier qui le subit, hein, et pas que la France, bien sûr, à la différence des pollutions locales. Et un autre paramètre qui fait que la France, en apparence, peut être vertueuse vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est que malheureusement, pour des raisons liées principalement à la mondialisation générale de l'économie qui touche le monde entier, mais qui handicape particulièrement la France parce qu'elle a des coûts de production plus élevés que beaucoup d'autres pays, même comparables, eh bien, la France s'est désindustrialisée. Donc ce qui était fabriqué en France et qui provoquait du réchauffement climatique sur le territoire français a été transféré en fabrication en Chine principalement, et à la limite c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant pour 2 raisons. C'est que les produits qu'on fabriquait en France localement et qui étaient fabriqués, je vais dire entre guillemets, avec du nucléaire bas carbone, il est fabriqué maintenant en Chine à l'autre bout de la planète, exactement à l'autre bout de la planète, et avec du charbon. Donc c'est 2 fois négatif parce que c'est fait avec du charbon qui pollue infiniment plus que le nucléaire, même si le nucléaire n'a pas toutes les vertus, et en plus il faut le ramener de Chine en France. Donc il y a au moins 2 inconvénients à la désindustrialisation de la France. On parle de relocalisation, vous avez vu que c'est en débat, mais ça ne va pas se faire à la même vitesse que c'est... Si ça se fait, mais jamais à la même vitesse que c'est provoqué la désindustrialisation. Donc c'est vrai que la France fait mieux sur son territoire, et elle fait mieux en production d'électricité, mais en réalité, si on regarde la consommation des Français, il faut lui rajouter tout ce qui vient d'ailleurs et qui a entraîné une consommation locale qui est souvent charbonneuse si c'est en Chine, ou pétrolière si c'est ailleurs, parce qu'ailleurs il n'y a pas forcément un parc nucléaire qui permet de faire de l'électricité bas carbone. Donc ça c'est la situation générale. J'en viens au sport aérien et je suis obligé d'évoquer d'abord ce qui se passe avec le Covid. Parce qu'on ne peut pas parler du transport aérien aujourd'hui sans parler de la situation très spécifique qui est liée au Covid. Donc le Covid, vous avez vu qu'on a commencé à en parler au 31 décembre, la Chine a fait une annonce, ça commence à se développer en janvier, en février. En février, au moment où ça commence à devenir un problème très sérieux qui risque de s'étendre sur la planète, le groupe Air France-KLM, que je connais bien, si on considère tout l'argent qu'il a dans ses caisses, si on considère d'un point de vue théorique, on regarde l'argent qu'il a dans ses caisses, c'est-à-dire dans le portefeuille, si on fait une comparaison sur ce que vous avez sur votre compte bancaire, même si c'est composé de dettes. Hein. Imaginons que vous ayez 5 000 € à vous, vous avez fait un emprunt de 5 000 €, ça fait 10 000 €, vous avez 10 000 € sur votre compte, même si vous devez 5 000 parmi ces 10 000, vous avez 10 000 € devant vous pour subir un aléa quelconque. Après, il faudra rembourser votre prêt, mais vous avez 10 000 € devant vous. En imaginant que vous n'ayez plus de rentrée d'argent et des dépenses à supporter. Air France-KLM, en février, elle avait devant elle 75 jours de liquidité.
Pourquoi elle a des liquidités? Parce que d'abord elle a gagné un petit peu d'argent par son activité, mais aussi parce que dans le transport aérien, c'est un des rares domaines d'activité où les entreprises encaissent d'abord de l'argent avant d'avoir à le dépenser. Une usine, elle doit fabriquer des biens et ensuite ils seront vendus et l'argent rentrera après la fabrication. Il faut donc acheter les matières, il faut avoir de l'argent en avance. Dans le transport aérien, les clients ils achètent leurs billets et ils voyagent plus tard. Donc les compagnies aériennes sont en avance de trésorerie. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher de la trésorerie ailleurs, normalement par leur simple activité normale. Elles n'ont pas besoin de demander à une banque prête-moi de l'argent parce que je vais vendre des billets plus tard. L'argent rentre avant la production. Air France-KLM avec donc dans le pire des scénarios, c'est-à-dire plus de rentrée d'argent et des dépenses à faire, c'est-à-dire faire voler les avions pour les billets qui sont déjà payés, elle avait 75 jours devant elle. À la même époque, le groupe britannique, hispano-britannique IAG, c'est donc principalement British Airways et Iberia et quelques autres compagnies, eux ils avaient 120 jours de liquidité devant eux. On voit qu'ils étaient en bien meilleure situation qu'Air France-KLM. Ryanair, qui est une compagnie low cost irlandaise, elle avait 160 jours de liquidité devant elle, en bien meilleure situation face à un drame que Air France-KLM. Lufthansa avait moins de visibilité qu'Air France, ils avaient 60 jours de liquidité. Lufthansa, c'est un groupe qui est très solide généralement, c'est le plus puissant en Europe aujourd'hui, mais d'un point de vue économique, il n'est pas forcément le plus puissant, c'est plutôt IAG. Mais c'est quand même un groupe à la gestion très très robuste et ça me surprend, avec les connaissances que j'ai, que Lufthansa avait une trésorerie aussi fragile à cette époque. Pour donner encore une sorte de compréhension de visibilité du drame que représente le Covid sur les compagnies aériennes, ces trois grands groupes européens que je viens d'évoquer, donc IAG, Air France-KLM, Lufthansa, chacun de ces groupes a perdu à peu près 3 milliards d'euros de liquidité par trimestre, chaque 3 mois. Hein, donc avril, mai, juin, moins 3 milliards d'euros entre 3 et 4 chez chacun de ces trois groupes. Ça s'est produit de la même façon sur le trimestre suivant, juillet, août, septembre, alors que là, a priori, les confinements étaient stoppés des pays européens. Mais il y a des confinements qui ont été levés à l'intérieur des pays, mais les restrictions inter-pays ont mis beaucoup de temps à descendre. Et par ailleurs, comme au moment du Covid et du décrètement des confinements, il s'est passé des phénomènes assez terribles pour certains, c'est des gens qui étaient partis à l'étranger et qui se sont trouvés bloqués à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai rencontré récemment un Suisse qui est resté bloqué au Portugal pendant des mois. Il est suisse, il n'a pas pu rentrer chez lui en Suisse, donc je l'ai croisé en juillet, là il avait pu rentrer, mais il venait de rentrer. Et donc depuis le début de la crise du Covid, il était bloqué au Portugal. Et ça s'est passé dans beaucoup de pays, et ça s'est su que des passagers étaient bloqués, que ce soit les gens sur les paquebots ou les gens du transport aérien bloqués à leur point de destination et non pas chez eux. Il y a ceux qui n'ont pas pu prendre l'avion pour aller là où ils avaient prévu, mais il y a ceux qui se sont trouvés plantés à leur destination en cours. Et donc, au moment des déconfinements, eh ben, les passagers potentiels des différents pays, qu'ils soient français, allemands, anglais, etc., ils se sont dit c'est peut-être urgent d'attendre avant de prendre l'avion, parce que d'abord, il y a peut-être le risque d'attraper le Covid dans l'avion. Ce risque, il est très limité, mais on ne peut pas dire qu'il est nul. Il est probablement aussi limité qu'il peut l'être dans d'autres circonstances, mais il n'est jamais totalement nul. Donc il y a cette crainte-là qu'on peut comprendre. Et puis il y a la crainte d'être bloqué quelque part et de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Et donc probablement que par prudence, les gens qui ont envie de voyager ont plutôt priorisé des destinations courtes, souvent européennes, quand il s'agissait d'Européens, en se disant c'est moins pire si je suis bloqué en Suisse et éventuellement je pourrais revenir autrement que par avion si les avions ne peuvent pas voler, etc., etc. Ce qui fait que le trafic s'est moins effondré dans l'intra-européen, moins effondré en métropole, donc pour ce qui est des compagnies françaises, le trafic s'est moins effondré en métropole que dans l'intra-européen et il s'est moins effondré dans l'intra-européen que dans l'intercontinental. Pour donner des ordres de grandeur, au moment où le trafic avait au mieux repris, c'était au mois de juillet que l'activité a été la meilleure, parce qu'il y avait un effet post-confinement, il y avait un effet des gens qui avaient dû reporter des voyages, se sont tous empilés à vouloir le faire au moment de la réouverture, alors que normalement ça serait étalé sur tous les mois de l'année, donc il y a eu une pointe d'activité en juillet qui était bien inférieure à ce qui était un trafic normal de juillet, mais qui était quand même un mois assez correct. En revanche, dès août, ça s'est à nouveau effondré.
Parce que ceux qui étaient partis en juillet, ils étaient partis, ils n'avaient plus besoin de repartir en août, et dès le mois d'août, ça s'est effondré. Donc je vous donne des ordres de grandeur. Donc un trafic en gros baissé de 50% sur la métropole, baissé de 30%. Pardon, je suis en train de me tromper. Donc une baisse de 80% à l'intercontinental, de 50% sur l'Europe et de 30% sur la métropole. Voilà les bons chiffres dans le bon ordre. C'est donc considérable. Et donc en particulier, les grandes compagnies, on va dire, qui ne font pas que du moyen courrier, des compagnies comme EasyJet et Ryanair ne font que du moyen courrier. Comme c'est le trafic qui a moins baissé que l'intercontinental, par exemple EasyJet et Ryanair souffrent moins, même s'ils souffrent, mais ils souffrent moins qu'une compagnie comme Air France, Lufthansa ou British Airways. Dont le gros de leur activité c'est l'intercontinental, et c'est aussi l'activité qui rapporte plus, parce qu'un voyage long courrier coûte plus d'argent et donc rapporte plus d'argent qu'un voyage moyen courrier. Même s'il peut y avoir des variations, quelques exceptions à cette règle générale. Donc la situation des compagnies aériennes dans le monde, mais principalement en Europe, aux États-Unis, beaucoup en Amérique du Sud aussi. Des compagnies à peu près épargnées, c'est assez curieux de le constater, c'est les compagnies chinoises, parce que c'est là que ça a démarré. Donc elles ont été frappées violemment, mais pendant un temps limité, parce que le confinement chinois était extraordinairement vigoureux. Les gens de Wuhan ne sortaient plus de Wuhan, hein. Ils étaient vraiment confinés à Wuhan, et personne de l'extérieur de Wuhan n'allait à Wuhan, et personne de Wuhan ne sortait de Wuhan pour aller ailleurs. Donc ça a été très visible, très médiatisé cette situation, mais elle a été assez rapidement contenue, parce que le confinement chez les Chinois c'est relativement autoritaire et ça ne se discute pas trop. Les conséquences sanitaires ont sans doute été pires que ce que les Chinois ont annoncé véritablement, donc on ne connaît pas très bien l'ampleur réelle du drame chinois. C'est peut-être un petit peu plus que les chiffres qu'ils ont annoncés. Et est-ce que l'arrêt de l'épidémie est aussi vigoureux que le disent les Chinois aujourd'hui? Peut-être. Mais en tout cas, comme cet arrêt a été assez franc et massif, ça a permis aux compagnies chinoises de pouvoir recommencer à voler assez rapidement. Et puis il y a eu un petit peu de protectionnisme chinois. Les Chinois, avant d'autoriser les autres compagnies étrangères à venir chez elles, ils ont d'abord autorisé les leurs à voler chez les autres. Ça a été un petit peu compliqué. Nos copains d'Air France là, doivent connaître ce sujet-là mieux que moi. Donc les Chinois s'en sortent pas trop mal, mais en revanche, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et chez certaines compagnies asiatiques, et y compris les compagnies du Golfe, qui sont des compagnies à la santé assez florissantes habituellement, même eux, ils ont dégusté. Et donc c'est le chaos à peu près partout dans le monde du transport aérien en ce moment. Ce qui a suscité un appel au secours, parce que les choses se prolongeant, toutes les compagnies à la faillite à une vitesse plus ou moins rapide en fonction de leur solidité antérieure, mais très vite pour certaines c'est devenu une urgence absolue. Alors que peut faire une compagnie qui voit qu'il va manquer de liquidité? La démarche habituelle c'est de se tourner vers les banques, et les banques que font-elles? Elles regardent pour quelles raisons vous êtes en difficulté. Si c'est une circonstance qui ne dépend pas de vous, elles vont peut-être vous aider, mais à la condition d'être sûr que cette circonstance ne va pas le prolonger indéfiniment, parce que ça voudrait dire que vous ne pourriez pas rembourser les emprunts. Si c'est une raison qui vous est propre, elles vont regarder de près si elles vous prêtent, elles vont peut-être plutôt être conduites à ne pas vous prêter, ou alors à vous prêter à des taux d'intérêt absolument phénoménaux qui fait que vous ne serez pas en capacité de rembourser. Et si elles font le pronostic que vous ne pourrez pas rembourser, en fait elles ne vous prêtent pas. Donc voilà le risque quand on se tourne vers les prêteurs ordinaires. Une autre façon de faire, c'est de se tourner vers ses actionnaires face à une difficulté. Est-ce que les actionnaires veulent bien remettre de l'argent dans le système pour aider à passer l'obstacle? Dans le cas particulier d'Air France-KLM, la santé du groupe Air France-KLM n'est pas très florissante, même s'il n'est pas à la ramasse comme il a pu l'être il y a quelques années. L'action d'Air France-KLM, elle a été mise sur le marché en 1999, elle valait 14 €. Avant la crise du Covid, elle devait tourner autour de 9 €. On voit donc que les actionnaires d'Air France n'ont jamais gagné d'argent avec Air France ou avec Air France-KLM. Il n'y a pas de dividendes qui ont été versés par Air France-KLM depuis de mémoire l'année 2008. Donc ce n'est pas une entreprise qui est généreuse vis-à-vis de ses actionnaires. Au contraire, même
elle les met à contribution. Donc si Air France-KLM aujourd'hui se tourne vers ses actionnaires en disant vous voulez pas, on remet un petit peu dans le pot. Alors déjà qu'avant c'était pas florissant, mais là avec le contexte actuel, il n'y a pas grand monde qui va se précipiter pour prêter de l'argent, donc il a toutes les chances de perdre. Elle peut émettre des obligations, c'est-à-dire dans le public, qui voudrait bien souscrire à une obligation d'Air France-KLM pour l'aider à survivre, c'est la même réaction qui va se produire, c'est oui, mais vous aurez des passagers demain, peut-être pas, on ne sait pas. Bon voilà, donc à un moment donné, le seul recours ultime, c'est les États, donc c'est vrai pour Air France, pour KLM et pour toutes les compagnies du monde, les États. Donc les États ont dans certaines régions du monde, les États ont bien soutenu dans un premier temps les compagnies aériennes, c'est vrai en Europe. L'État français a fait en sorte qu'Air France puisse récupérer 7 milliards, ce qui n'est pas rien, mais ce n'est pas du tout 7 milliards des contribuables donnés à Air France, contrairement à l'image qui est transmise dans les médias. C'est 3 milliards prêtés par l'État à Air France et non pas donnés prêté avec un taux d'intérêt qui n'est pas l'épaisseur du trait, donc normalement ce prêt rapporte de l'argent à l'État français au lieu de lui en coûter s'il est remboursé. Est-ce qu'Air France va être en capacité de rembourser toutes ces échéances? Donc c'est un premier problème. Et les 4 autres milliards, pour faire un total de 7, c'est pas 4 milliards donnés par l'État français, pas plus que les 3 que j'ai cités avant, c'est 4 milliards de caution à 90% des 4 milliards qu'il faut aller chercher auprès de banques. Donc Air France est allé chercher auprès d'un consortium bancaire, des banques qui voulaient bien prêter à Air France, avec un taux d'intérêt qui est loin d'être gratuit, et à rembourser rapidement 4 milliards dont l'État se porte garant au cas où Air France ne pourrait pas rembourser. Il se porte garant à 90% des 4 milliards. Voilà pour Air France. Du côté de KLM, c'est à peu près la même situation qui a prévalu. L'État français a demandé quelques contreparties à Air France, l'État néerlandais aussi, mais ce n'est pas les mêmes. Donc dans les contreparties demandées à Air France, il y a des contreparties à vocation écologique, donc sur des enjeux de réchauffement climatique. Qu'est-ce qui a été demandé à Air France? Il a été demandé d'ici 2025, si ma mémoire est bonne, de réduire son activité sur le territoire français, en particulier sur les vols pour lesquels il existe une alternative par un autre moyen de transport qu'à l'avion, dont le temps de trajet ne dépasse pas 2h30. Voilà ce qui a été demandé à Air France, c'est la raison pour laquelle Air France ferme ou va fermer un certain nombre de lignes qui ne font pas 2h30 de temps de vol, qui font bien moins que ça, mais sur lequel, si on prend le train ou si on prend un moyen de transport a priori écologique, et là il faut comparer les moyens de locomotion pour voir ce qui est écologique ou plus vertueux que le transport aérien. Transport aérien, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui la consommation par passager aux 100 km, pour parler comme on parle en voiture, la consommation aux 100 km d'une voiture, tout le monde a ça à peu près en tête, consommation par passager, c'est un petit peu plus de 2 litres au 100. C'est pas tant que ça quand on pense à ce qu'est une voiture. Donc, je vous assure que c'est un peu plus de 2 litres au 100 et parfois on arrive à moins de... C'est un vol international ou un vol national, c'est pas la même consommation. Ça va dépendre effectivement parce qu'il y a la montée... Voilà, il y a la montée et il y a la descente mais la consommation moyenne, c'est-à-dire quand on inclut la croisière et puis les montées et les descentes, et quand on regarde sur l'ensemble de l'activité du transport aérien, sur les générations d'avions récentes, c'est entre 2 et 3 litres. Et on arrive même à faire moins de 2 litres au 100. De temps en temps, comme j'ai sur Twitter, j'ai un certain nombre d'anciens collègues qui sont pilotes. Il y en a qui font la photo de ce qu'ils ont sur leur tableau de bord. Ils ont la consommation à la fin d'un vol, ils ont la consommation moyenne rapportée au passage. La recherche de la moindre consommation fait partie des décisions des pilotes pour établir leur plan de vol, soit avant le vol, soit pendant le vol, quand il y a des conditions favorables qui leur permettent d'intervenir. On arrive à moins de 2 litres par passager sur certains trajets. C'est une certitude, c'est pas une hypothèse, on peut le démontrer ça. Et donc c'est pas mal en termes d'efficacité de consommation si on compare à une voiture. Une voiture aujourd'hui ça va être de 5 litres à 8 litres selon le module, son poids. Si elle n'a qu'un passager à bord que son conducteur, en gros elle est 2 fois moins vertueuse qu'un avion si on parle du CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Et si on parle du CO2, si on est à 2 dans une voiture, c'est à peu près comme 2 passagers dans un avion. Voilà. Si on est à 4 dans une voiture, c'est mieux. Si on est tout seul dans sa voiture, c'est moins bien que l'avion. Voilà à peu près les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Donc si c'est remplacer un trajet métropolitain avion par un trajet en voiture tout seul, c'est moins bien. C'est moins bien. En revanche, si c'est prendre le train électrique dont l'électricité est produite avec du nucléaire,
ou des éoliennes ou du photovoltaïque, en France, c'est mieux. Mais si c'est un train polonais dont l'électricité aura été produite par du charbon, c'est pas forcément mieux. C'est pas parce que c'est un train que c'est mieux qu'un avion. Ça dépend du contexte. En France, les circonstances font qu'effectivement, c'est plus favorable de prendre un train avec l'électricité mise à disposition en France. Il y a certains trains encore, il y a encore des locomotives avec des diesels ou des trucs comme ça. Hein. Mais si c'est un train électrique, c'est mieux. Donc voilà, c'est une des contreparties qui a été demandée à Air France. Elle n'est pas considérable dans son enjeu climatique, mais c'est au moins une contrepartie à enjeu climatique. À KLM, il n'y a pas eu de demande de cette nature par l'État néerlandais. Ils ont aussi prêté de l'argent sous conditions. Les conditions, elles sont un peu plus pénibles. Ils ont demandé des baisses de salaire aux salariés néerlandais qui ont été négociées avec les syndicats. Les syndicats ont fini par accepter, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et malheureusement, et malgré ces sommes d'argent qui ont été versées, de toute façon, la situation est déjà dramatiquement la même, c'est-à-dire que ces prêts, ils sont déjà cramés, on va dire. Hein. En 2 trimestres, ils ont déjà été cramés. Donc on se retrouve au point de départ de la situation et il va à nouveau falloir réexaminer la situation. Ça n'a pas été qu'en Europe. Aux États-Unis, Trump a mis à disposition un ordre de grandeur, je crois que c'est 25 milliards de dollars, mis à disposition des compagnies qui pourraient en avoir besoin. Les 3 grosses compagnies, voire les 4 grosses compagnies en ont eu besoin. Donc celles qui font de l'international en particulier, parce qu'elles sont plus frappées que les compagnies strictement intérieures. Donc Delta, American et United, qui sont les 3 grosses principales compagnies américaines, elles ont toutes reçu des milliards de dollars pour passer l'obstacle. Et à nouveau, elles se retrouvent à nouveau à avoir besoin d'argent. Donc ça va devenir un nouveau problème, et on va dire une deuxième phase de la résolution financière du problème. Donc ça, c'est l'aspect financier des choses. L'aspect social, il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont déjà virés pour certains, menacés de l'être pour d'autres, soit dans des plans de départ volontaires. Delta Airlines, la compagnie américaine partenaire d'Air France, a lancé un grand plan de départ volontaire, je crois de l'ordre de 15 000 personnes. 15 000 salariés, et ils sont à nouveau à rechercher à en sortir encore de l'ordre de 1500 pilotes. Ça a été vrai chez United, chez American Airlines, etc. J'ai moins d'informations sur d'autres compagnies dans le monde parce que les publications ne sont pas forcément toutes disponibles, mais c'est énorme. Ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est énorme. Beaucoup de pays ont engagé, en Europe en particulier, des processus de chômage partiel, c'est-à-dire que c'est l'État qui se substitue au paiement d'une partie des salaires pour maintenir des salariés en travail, éventuellement partiel, mais en tout cas en travail. Mais à un moment donné, imaginez bien que si le transport aérien ne reprend pas et reste à moins 90%, comme c'est dans certains secteurs, dans certaines zones, on ne va pas pouvoir garder indéfiniment, à l'échelle de la planète, des centaines de milliers de salariés à ne rien produire. Donc il y a un drame social, on va dire palpable, qui, même s'il n'est pas immédiat, certains l'ont déjà connu, hein, il y a des gens qui sont déjà chômeurs, mais pour des centaines de milliers de salariés, des dizaines de milliers de salariés, voire des centaines aussi à l'échelle européenne, il y a du drame dans l'air. Donc ça, c'est la partie sociale, sans parler de réchauffement climatique. Et dans cette même situation, il y a toujours ce problème du réchauffement climatique. On va dire qu'il n'a pas disparu. Alors en réalité, il a en partie disparu dans le cas précis qu'on étudie, c'est le réchauffement climatique dû au transport aérien. Parce qu'à partir du moment où, pour le moment, et peut-être encore, hélas, durablement, si on ne regarde que cette activité, s'il est, on va dire, amputé de la moitié de son activité, forcément, la pollution qu'il génère habituellement et qu'il générait jusque-là, elle est également divisée de moitié. Donc je suis à peu près certain qu'il n'y a pas un écologiste sur Terre, qu'il soit un militant d'association, un militant politique ou autre, qui imaginait qu'il allait être facile de diminuer de moitié la pollution due au transport aérien. Dans les rêves les plus ambitieux d'écologistes, même s'ils revendiquaient une amélioration dans ce domaine-là, je crois que personne n'imaginait que ça puisse être une amélioration de l'ordre de la moitié du problème. Donc ces deux phénomènes viennent se surajouter. Donc les écologistes continuent d'exercer la pression légitime qui vient là parce qu'il faut absolument améliorer la situation du transport aérien et de tous les domaines d'activité qui génèrent du réchauffement climatique. Et j'en profite pour dire qu'à peu près tous les domaines d'activité, il n'y a pas un domaine d'activité qui ne génère pas un problème de réchauffement climatique. Je vais faire une comparaison de quelques domaines parce qu'on n'a pas tous en tête comme ça. On parle beaucoup du transport aérien, c'est un peu un symbole, mais
Qui sait par exemple dans le public que la seule fabrication du ciment, c'est à peu près 2 fois le réchauffement climatique du transport aérien mondial. La fabrication de ciment. Pour fabriquer le ciment, il faut faire un certain nombre de processus chimiques et c'est à peu près 5% de la production de CO2 mondiale. 5%. Transport aérien de l'ordre de 2,5%. Sans inclure les effets autres que le CO2 du transport aérien. Mais donc le ciment, dont personne ne parle, juste sa fabrication c'est 5%. Et après le ciment, il faut le transporter. Et c'est pas dans les choses les plus légères à transporter. Et il y a du ciment qui se déplace beaucoup dans le monde. Et donc on est bien au-delà des 5% quand on parle par exemple de tout ce qui vient du réchauffement climatique dû à l'immobilier. Mais l'immobilier, évidemment, on en a besoin. On ne peut pas se passer d'habiter. On pourrait se passer peut-être d'un certain nombre de bâtiments supplémentaires que son habitat. On pourrait avoir des habitats plus petits aussi. On n'est pas obligé d'habiter dans le confort relatif dans lequel on vit aujourd'hui, pour beaucoup de gens dans les pays développés. Mais en tout cas, on n'aborde pas beaucoup cette question-là. On l'aborde vaguement sur la question du chauffage. On l'aborde rarement sur la question de la production même de l'habitat. Voilà un secteur. J'évoque un autre secteur qui commence un peu à faire parler de lui, mais qui est encore très, très méconnu du point de vue de sa participation au réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle de façon générique le numérique, le digital, le numérique. C'est-à-dire toute l'informatisation qui est apparue dans les années 70, 80 et au-delà, qui a fini par toucher le grand public et tout un chacun. Tout un chacun peut avoir un iPad, un ordinateur, un smartphone, etc. Tout ce qui transite par là. Le numérique représente déjà aujourd'hui, en termes de contribution au CO2 participant au réchauffement climatique, c'est déjà plus que le transport aérien. Déjà aujourd'hui, l'accroissement du transport aérien chaque année hors Covid, et on va dire en moyenne, le transport aérien progresse à peu près 2 fois plus que l'économie mondiale. Donc quand l'économie mondiale fait plus 2% sur une année, ce qui est un chiffre ordinaire, le transport aérien, lui, va faire plutôt plus 4%. Parce qu'il y a une sorte de coefficient 2, parce que le transport aérien, ça s'emballe un peu avec l'économie. A l'inverse, quand il y a une régression mondiale, le transport aérien régresse 2 fois plus que l'économie mondiale. Si l'économie fait moins 2, le transport aérien il fait moins 4. C'est ce qu'on connaissait historiquement depuis plusieurs décennies dans le transport aérien. Donc en gros, le transport aérien, dans on va dire, tout moyenné, fait, on va dire, de l'ordre de plus 4% par an. Donc sa contribution négative au réchauffement climatique, elle s'accroît. En volume, c'est-à-dire en masse absolue, elle s'accroît. En même temps, les progrès qui sont faits sur la production, sur les vols des avions, sur les moteurs, etc., fait que les plus 4 d'activité ne font pas plus 4 de pollution, parce qu'il y a à peu près un gain de l'ordre de 1,5, qui est une sorte de gain naturel par le renouvellement des vieux avions, par les nouveaux avions, les efforts qui sont faits. Donc c'est pas plus 4 net, c'est plus 2,5, on va dire, chaque année, de l'ordre de. Le numérique, qui produit déjà plus de CO2 que le transport aérien et qui concerne à peu près tout le monde dans le monde entier. Maintenant, presque tous les habitants de la planète ont un téléphone portable, par exemple. Presque tous les habitants de la planète. En tout cas, il y a plus de portables que d'habitants, mais on peut supposer qu'il y a un certain nombre d'habitants qui n'ont pas de portable, et c'est parce qu'ils en ont plusieurs eux-mêmes. Le numérique, ça progresse de, tenez-vous bien, 40% par an. 40% par an. Ça veut dire qu'en 2 ans, ça double. Donc le numérique, il y a quelque temps, on vient de doubler le transport aérien, mais dans 2 ans, il n'aura pas doublé, il en fera le double, dans 4 ans, il en fera 4 fois plus, etc., etc., parce que ce chiffre de 40% d'évolution du digital numérique sous ses diverses formes, c'est un chiffre qui existe depuis, en gros, l'invention du microprocesseur dans les années 60. Il y avait un type qui s'appelait Moore et qui avait défini une sorte de principe qu'il constatait, c'est que tous les 18 mois, alors là j'ai dit 2 ans, mais tous les 18 mois, la capacité de l'évolution technologique faisait que ça doublait les performances. Mais au bout d'un moment, ces performances qui étaient la puissance d'un ordinateur, ça finit par devenir du trafic numérique qui a des exigences de consommation, parce qu'un ordinateur, ça consomme pas beaucoup, un truc comme ça consomme pas beaucoup. Mais quand il y en a des milliards sur la planète, quand on a plein de fois pas beaucoup, ça finit par faire beaucoup. Et c'est pas tant ça qui consomme éventuellement, c'est pas le fait qu'on branche son smartphone sur... ça consomme un peu, mais pas tant que ça, mine de rien. Mais ce qui consomme beaucoup désormais, c'est la préservation des données
données, parce que maintenant, quand vous avez une tablette comme ça, vous avez la possibilité de souscrire à un cloud, à un nuage, vous savez, les données préservées dans le nuage. Et moi, toutes mes données sont conservées. Et je creusais un petit peu le sujet récemment, je m'aperçois même que sans j'en avais formellement pris conscience, mes données sont conservées 2 fois. Une fois chez Apple, une fois chez Microsoft, donc c'est ce qui double le truc, alors même que je n'ai pas très bien fait attention à ce phénomène. Pourtant, à un moment donné, j'ai bien fait en sorte que je suis backupé 2 fois. Je pourrais peut-être me passer d'une des 2 fois. Bon, mais il faut que j'intervienne pour faire ça. Des fois, des choses se passent sans même qu'on y prenne garde, parce que ce n'est pas des choses qu'on regarde de... Et ce qui consomme beaucoup, c'est non seulement l'addition de plein de petites consommations qui finissent par faire un gros volume, mais c'est aussi tous les serveurs qui doivent contenir ces données qui sont préservées, qui sont des sortes d'énormes d'établissements, parfois installés dans des pays au climat le plus froid possible, parce que ça provoque beaucoup de chaleur, et donc comme ça provoque beaucoup de chaleur, il faut refroidir, il faut des climatisations, et c'est souvent la climatisation qui est mise en œuvre pour refroidir tous les systèmes de conservation, qui sont en général en fait des masses de disques durs phénoménaux, c'est comme ça que ça marche, et il y a quelques centres dans le monde comme ça qui en fait ont une consommation absolument considérable. La circulation des données ne semble pas être extrêmement consommatrice d'énergie, donc de production de CO2, c'est pas trop la circulation des données, en revanche c'est la conservation de ces données. Donc il y a des études qui ont été faites récemment là-dessus, entre autres par un organisme français qui est en fait une association qui s'appelle The Shift Project. En bon anglais, ils ont pris un nom anglais sans doute pour finir par être connus dans le monde entier, parce que les travaux qu'ils font, ils sont à vocation mondiale. C'est donc une association qui s'est créée il y a quelques années par un type principalement qui s'est mis professionnellement dans le carbone. C'est donc un scientifique, un ingénieur qui a travaillé sur l'étude du carbone. Il a travaillé pour la France, il a travaillé pour l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale qui suit les enjeux écologiques. Et c'est donc lui, ce type qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, c'est lui qui a créé le calculateur de carbone personnel qu'on peut aller consulter sur le site de l'ADEME pour essayer d'évaluer sa consommation de carbone. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire. Alors c'est pas forcément ultra précis, ultra fin, c'est une sorte de système assez général, mais on dit ce qu'on mange, on dit où on habite, comment on se chauffe, comment on roule, comment on se déplace, sa consommation de vêtements, etc. Et ça vous dit à peu près combien vous consommez de tonnes de CO2 par an. Et ben, je vous jure que c'est beaucoup. Moi je l'ai fait, c'est beaucoup trop. Moi ma consommation, elle est à peu près 6 fois plus importante, et pourtant je fais gaffe, je suis concerné par le sujet, elle est 6 fois plus importante que celle qui devrait être assignée à chaque habitant de la planète pour tenir l'objectif de la COP21. 6 fois plus importante, et j'essaie de faire gaffe. Donc vous imaginez ce que ça représente pour celui qui ne fait pas gaffe, ou qui est dans des circonstances personnelles qu'il n'a pas forcément choisies, qu'il a subies, qui font qu'il est obligé de se déplacer beaucoup pour les travailler. Ça, rien. Pour moi, ça, mon déplacement de travail, ça a beaucoup créé de CO2 sur la planète. Je le regrette aujourd'hui, maintenant que je mesure les enjeux de façon fine. Je ne les mesurais pas à ce point-là avec ce niveau de connaissance il y a quelques années, et j'ai beaucoup de regrets d'avoir aussi mal contribué à la solution du problème. Ou en tout cas, j'ai contribué à la création du problème, bien plus que j'aurais souhaité. Donc le numérique est un énorme sujet qui est certainement plus important que le problème du transport aérien. Pour le moment, on pourrait dire que, globalement, je résume, tout le monde s'en fout, alors que c'est un vrai sujet, et qui va prendre surtout une importance considérable, beaucoup plus qu'il l'est déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est pour dire que l'image grand public du sujet, elle n'est pas forcément parfaitement fondée, parfaitement équilibrée entre les différents problèmes qu'il y a à traiter. Il y a des problèmes qui concernent chacun, l'attitude de chacun, la consommation de chacun. Il y a des problèmes qui concernent les États. Il faut absolument qu'il y ait des décisions d'État qui soient vigoureuses dans ce domaine-là. Et malheureusement, avec la connaissance du sujet que j'ai aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les États, et en particulier nos États démocratiques, soient en situation où ils puissent prendre les décisions à la hauteur du problème et qui soient parfaitement assumées par les populations auxquelles ça s'adresserait. Je crains fort que prendre les décisions à la hauteur du problème tel qu'il faudrait les prendre, ça entraîne tout de suite les gens dans la rue massivement. On a vu un petit peu le phénomène quand il y avait la taxe qui planait sur le carburant. Là, on a vu tout de suite, juste sur cette question-là, ce qui se passait. Vous imaginez ce qui se passera si ça concerne tous les sujets sur lesquels il faudrait intervenir pour tenir les objectifs de la COP 21. Il faut un Covid tous les ans, en fait. Voilà, c'est ça, exactement ça. C'est-à-dire que le niveau de récession parvenu en France, enfin, je dirais avant la deuxième vague,
Parce que là, on est probablement au début d'une deuxième vague dont on ne mesure pas encore l'ampleur, parce que tant qu'on ne sera pas arrivé au pic, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va s'aggraver. Mais avant la deuxième vague, la récession intervenue en France, dont tout le monde subit les inconvénients, le taux de chômage qui explose, etc., cette récession dans l'activité, il est évalué effectivement, comme vous venez de le dire, ou on peut peut-être se tutoyer, on n'est pas très nombreux, donc je vais dire comme tu viens de le dire, ce niveau de récession, ça équivaut à ce qu'il faudrait qu'il se produise dans l'économie de tous les pays, mais donc dans celle de la France, et encore à supposer qu'on fasse la même chose dans tous les pays, parce que les pays les plus développés, il faudrait qu'ils fassent plus, parce que les pays les moins développés, ils ne sont pas dans la même aisance que nous sommes nous. Donc ce niveau de récession gravissime qui vient de se produire pour le Covid, et première vague, c'est effectivement le niveau de la récession qui serait le résultat de tout ce qu'il faudrait entreprendre dans tous les domaines pour tenir les engagements français de la COP21. Et il faudrait que ça se produise dans tous les pays du monde, pas forcément à la même hauteur, mais en gros c'est ça qu'il faut entendre. Parce qu'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui est bien décrit par Jean-Marc Jancovici, que je venais d'évoquer, que vous pouvez trouver sur YouTube, vous cherchez avec son nom sur YouTube, ces conférences, elles sont édifiantes. C'est une des parties des informations qu'il émet que je vous rapporte. Il faudrait effectivement qu'on soit en capacité de faire ce niveau de récession chaque année pour tenir les objectifs, pour une raison simple, c'est que le PIB, la production globale, c'est en gros l'addition de toutes les factures qui sont émises en France, c'est à peu près ça le PIB, si on veut le résumer d'une définition simple. Ce PIB est constitué essentiellement d'échanges qui, tous, quelque part, ont provoqué de la création de CO2. Il n'y a quasiment pas d'échange d'argent, donc de participation au PIB, de création de richesses, de création d'emplois, qui quelque part ne provoquent pas du CO2. J'avais eu l'occasion de le dire dans la conférence en janvier. Prenons un exemple de quelque chose dont on peut penser que ça ne produit pas de CO2. Quelqu'un qui est sophrologue, qui propose à des gens de venir dans son cabinet pour faire une séance de sophrologie. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme production de CO2? Alors peut-être les ampoules électriques s'il faut éclairer la pièce. Il a fallu créer le lieu, donc quelque part, si ce lieu il est dédié à de la sophrologie, le lieu il a... Bon, mais tout de même il n'y en a pas beaucoup dans ce cas-là, on va dire. Il y a aussi le déplacement des personnes qui sont venues, est-ce qu'ils ont pris leur voiture, est-ce qu'ils viennent de loin, etc. Donc même l'activité dont on peut imaginer au départ qu'elle est la moins productrice de gaz à effet de serre, CO2 principalement, mais pas seulement, même ça, on se rend compte à quel point c'est compliqué que ça ne produise pas de CO2. Et s'il fallait réduire davantage, alors il faut arrêter d'allumer la lumière, il faut faire ça dans une pièce de 4 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Bon voilà, on voit tout ce qui est entraîné derrière ça. Et donc malheureusement, s'en prendre à la réduction des gaz à effet de serre, c'est très certainement s'en prendre globalement à l'activité économique générale, avec le cortège de difficultés que ça va présenter, jusqu'à probablement des problèmes incroyables d'emploi. Néanmoins, il faut avoir en tête aussi tout ce qui peut être fait demain qui ne serait pas fait aujourd'hui et qui pourrait être créateur d'emplois, voire recréateur d'emplois. Je pense par exemple au domaine de l'agriculture. On sait qu'on a une agriculture intensive qui génère un certain nombre de phénomènes nuisibles, à la fois en termes de CO2, mais pas seulement, aussi sur la préservation des terres, la biodiversité, etc. Si aujourd'hui on traitait le problème par toutes les solutions qu'on connaît, ça viendrait au minimum faire en sorte que ce soit extrêmement créateur d'emplois, parce que l'agriculture du 19e siècle, qui ne présentait pas à l'époque encore ces inconvénients qu'on a aujourd'hui, on sait que 9 personnes sur 10 en France étaient agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est moins d'une sur 10, je n'ai pas de chiffre en tête précis, mais c'est moins d'une sur 10 qui est agriculteur en France, à cause de la mécanisation, mais principalement de la mécanisation, mais donc qui utilise de l'énergie fossile au lieu d'utiliser de l'huile de coude humaine. Donc il n'y a pas que du drame à imaginer, à faire la transition écologique à la hauteur des enjeux pour préserver le climat, il n'y a pas que des drames humains en perspective, mais il y a une transformation d'une intensité telle qu'elle rebute beaucoup. Et en particulier dans les démocraties, ça c'est une circonstance qui est un peu particulière, c'est que, imaginons un pouvoir qui décide du jour au lendemain de dire toutes les préconisations qui sont faites pour tenir les engagements de la COP21, eh ben, je vais les tenir, je vais les faire. Ça va créer plein de perturbations, ça va faire chier tout un tas de millions de gens, ça va mettre au chômage instantanément énormément de monde.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a la révolution, on fait sauter le pouvoir, éventuellement des élections anticipées, législatives, voire présidentielles, et puis il y a un nouveau pouvoir qui vient remplacer l'autre et qui ne va surtout pas faire les choses pour lesquelles le précédent s'est fait virer. Donc vous voyez à quel point on est, entre autres dans les démocraties, je ne suis pas en train de préconiser qu'on sorte des démocraties, je suis juste en train de dire, voilà pourquoi dans les démocraties c'est particulièrement difficile. Dans des pays moins démocratiques ou carrément dans les dictatures, on prend des décisions, les gens les appliquent, ils n'ont pas discuter, s'ils discutent c'est le goulag ou tout ce que vous voulez, et au moins ceux-là peuvent prendre des décisions de long terme, parce que tous les sujets qu'on évoque là, c'est forcément des choses de long terme, de très long terme. Alors je reviens plus essentiellement sur le transport aérien. Je ne vais pas évoquer les compagnies qui sont déjà en faillite, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a qui sont tombées en faillite un peu avant le Covid, et la situation de celles qui sont en difficulté, elle ne s'est pas améliorée depuis. En France, vous avez eu Aigle Azur et XL Airways qui ont pris le bouillon en 2019, mais c'était avant le Covid. Ce n'est pas la faute du Covid. Et puis, probablement que toutes les compagnies françaises aujourd'hui auraient été en faillite, dont Air France entre autres, s'il n'y avait pas eu quelque part une intervention financière, parfois de la part de l'État, parfois d'investisseurs. Donc par exemple Air Caraïbes, qui était la compagnie française qui avait la meilleure santé financière d'une façon générale, c'est la seule qui s'en sort à peu près bien sur les dernières années, sur la dernière décennie. Toutes les autres étaient en difficulté. Air Caraïbes a quand même dû aller chercher de nouveaux actionnaires. Et si je ne me trompe pas, c'est le groupe CMA-CGM qui est le 4e transporteur maritime mondial, qui est français. On ne le connaît pas trop, on n'y fait pas parler de lui, mais c'est le 4e transporteur mondial, les porte-containers, etc., qui est venu s'installer au capital d'Air Caraïbes pour empêcher la mort d'Air Caraïbes, meilleure de la santé financière. Face donc à ces aides d'État, il y a des organismes à vocation écologique ou des partis politiques à vocation écologique qui ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de demandes de revendications, d'exigences de contrepartie à vocation écologique, donc liées au réchauffement climatique. Et par exemple, aux Pays-Bas, alors qu'Air France a mis quelques exigences climatiques, donc comme je l'ai voté, la suppression des vols les plus courts, aux Pays-Bas, il n'y a pas eu d'exigence de cette nature vis-à-vis de KLM parce qu'il n'y a pas de vol intérieur aux Pays-Bas. Donc ils ne pouvaient pas faire la même proposition à KLM qu'à Air France. Donc il n'y a pas eu d'exigences environnementales vis-à-vis de KLM. Eh bien Greenpeace, que vous connaissez tous probablement, Greenpeace attaque le gouvernement néerlandais et va aller chercher dans la loi des raisons de justifier que le prêt fait à KLM soit supprimé. On n'a pas encore le résultat de cette démarche-là, mais voilà le genre de réaction qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui s'est passé en France aussi depuis janvier? J'en avais parlé un petit peu en janvier, mais il y a eu un événement assez remarquable, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Avez-vous entendu parler de ça, la Convention citoyenne pour le climat? Alors c'est un processus qui a été entrepris entre autres après la période des Gilets jaunes, qui ont soulevé beaucoup d'émotions en France, alors que on ait été gilet jaune ou pas gilet jaune, au minimum on peut dire que ça a été un événement plus qu'important, et un certain nombre d'idées sont nées après cette démarche dite des gilets jaunes, et entre autres le sentiment que le citoyen de base, le citoyen lambda, même s'il est électeur, on trouve qu'il est peu impliqué dans les décisions du quotidien, et au-delà du fait qu'il élit des représentants et qui vont le représenter après et agir en son nom, un constat est fait par une partie de la population que ça ne connecte pas suffisamment le citoyen au quotidien, avec des demandes par exemple de référendum fréquents sur des sujets à l'image de la Suisse par exemple, qui est assez qui pratique fréquemment les référendums, donc une envie d'implication des citoyens davantage dans les décisions générales d'ordre politique. Ça a été au moins partiellement pris en compte par le gouvernement actuel et entre autres donc sur la question climatique qui rejoint deux sujets, la vie de la démocratie, comment on l'organise, et l'enjeu climatique, et il a été organisé une convention citoyenne sur le climat
avec le principe de regrouper 150 citoyens tirés au sort avec toute leur diversité qu'on connaît dans le pays, des jeunes, des vieux, des actifs, des pas actifs, des hommes, des femmes, etc., toute la diversité. Ce processus a eu lieu, 150 personnes ont été tirées au sort avec des critères de sélection que je viens d'évoquer, à condition qu'ils soient volontaires, évidemment, et quand on a trouvé 150 volontaires, on les a réunis au cours d'un certain nombre de sessions. Ça devait se dérouler à peu près de septembre à décembre avec des conclusions émises en mars, mais avec d'une part ce qui s'était passé autour des retraites qui a perturbé un peu le fonctionnement du pays, puis après le Covid, ça a repoussé les échéances et leurs conclusions sont sorties plus tard autour de mai-juin. J'étais allé assister, j'avais été invité pour assister à une partie de leurs travaux, donc les sessions publiques où il y avait les 150 réunis, j'ai pu assister à ça, j'ai vu comment ils travaillaient, c'était intéressant. Et c'est remarquable à plusieurs titres. D'abord parce qu'effectivement des citoyens qui n'avaient pas d'activité d'acteurs, ils n'étaient pas hommes politiques, ils n'étaient pas voilà, c'était des citoyens lambda, ont ensemble élaboré des propositions qui toutes devaient avoir un impact, sont supposées avoir un impact positif sur la résolution de la question climatique. Ils l'ont fait après avoir été informés de l'ampleur du problème par tout un tas d'intervenants divers et variés, dont beaucoup de scientifiques. Ce que je trouve de remarquable, pour avoir entendu des interviews de ces citoyens après coup, et l'analyse de ce qu'ils ont produit, c'est qu'il est extrêmement remarquable de constater que les idées de ces gens-là, les idées de propositions et de revendications qu'ils avaient à la fin de l'intense information qu'ils ont reçue, ça n'avait à peu près rien à voir avec les idées qu'ils avaient en prenant connaissance du sujet et les idées de proposition qu'ils pouvaient avoir, de réaction, de revendication. Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il y a encore en France beaucoup trop de gens, que ce soit le citoyen moyen ou que ce soit parmi nos décideurs, les hommes politiques, les entrepreneurs qui ont un pouvoir d'action très important, et tous les autres acteurs, les médias par exemple, les médias aussi qui sont un acteur extrêmement important pour faire tourner tout ça, il y a beaucoup trop peu d'informations et beaucoup trop d'idées fausses qui circulent. Et quand c'est un manque d'informations, c'est déjà un problème, mais quand c'est des idées fausses qui circulent, c'est encore un plus grand problème parce qu'on part dans une mauvaise direction si on le fait sur des idées fausses et des faits non établis. Donc ça, c'est vraiment un constat. Les gens changent complètement d'état d'esprit quand ils sont confrontés à l'ampleur du sujet bien détaillé par des scientifiques. Et ils ont fait tout un tas de propositions, dont un certain nombre qui concernent le transport aérien. Alors je vous propose de les énoncer assez rapidement, si le temps que Dominique, on a jusqu'à... Il est 18h20, c'est bon. Et on a jusqu'à 19h. Juste à 21h. Alors, si vous êtes tous disponibles pour rester longtemps, moi je suis disponible pour rester longtemps, mais en même temps je voudrais vous entendre, donc je voudrais qu'on ait un temps suffisant pour poser des questions. Donc assez rapidement, je vais vous dire que ces gens-là, ils ont proposé, première proposition, une éco-contribution kilométrique renforcée. Alors d'abord, découvrons qu'il y avait déjà une éco-contribution kilométrique. Puisqu'on demande son renforcement, c'est qu'elle existe déjà. C'est un truc qui a été fait tout récemment, hein, c'est au cours des dernières années, donc du mandat politique en cours, une éco-contribution qui existait déjà sur le transport aérien. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que dans le grand public, il y a une idée générale qui prévaut, il y a un fait que l'on connaît à peu près, et sur lequel on a une réaction. Le fait que l'on connaît, c'est il paraît que le kérosène n'est pas taxé. Et donc, c'est pas normal parce que tout le reste des carburants, c'est taxé, donc il faut taxer le kérosène. C'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment, qui a été avancé par des partis écologiques, des associations écologiques, etc. Alors d'abord, l'idée que le transport aérien n'est pas taxé, alors ça c'est une idée super fausse parce qu'il est énormément taxé, et surtout en France, plus que taxé en France. Franchement, si je peux me permettre, c'est pas pire. Voilà, c'est absolument... un billet Paris-Nice, on va dire que s'il coûte 100 €, il y a plus de 50 € de taxes. Si je peux me permettre, Voilà l'ordre de grandeur, vous voyez. Je suis rentré à la compagnie Air Inter en 1991 pour un Paris-Nice. Au niveau des taxes d'aéroport, elles étaient à 7 francs. Là, elles sont à 35 €. Alors, trouvez-moi un produit, enfin quelque chose qui a autant évolué que les taxes d'aéroport et les encore surtaxés. Voilà, donc il y a déjà une compréhension déformée, une fausse information, une information incomplète. Le transport aérien, il est beaucoup taxé, mais le carburant lui-même n'est pas taxé.
Ça vient du fait que le transport aérien, il était vaguement émergent avant la guerre, c'était anecdotique, ça correspondait à pas grand-chose. Après la guerre, il pouvait se développer, entre autres par le progrès technologique qui avait fait évoluer les avions pendant la guerre. Et pour organiser ça, alors que ça allait prendre beaucoup d'importance, ça n'en avait quasi aucune avant la guerre, il a été décidé que tous les pays se réunissent entre eux, à peu près 180 pays à l'époque, créent une organisation qui s'appelle l'OACI, pardonnez-moi, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, mais c'est bref, l'organisation administrative principalement, pas trop commerciale, mais administrative. Il y a une autre organisation commerciale, ce qui s'appelle l'IATA, mais la partie administrative, c'est-à-dire les droits de trafic, comment on a le droit d'aller d'un pays dans un autre. Imaginez que d'un seul coup, il y a 100 avions qui arrivent au-dessus de la France et on ne sait pas qui c'est et d'où ils viennent. Tout de suite, vous avez l'armée de l'air qui décolle, et voilà. Vous voyez bien qu'il faut organiser le transport aérien, ça ne peut pas se faire tout seul en fonction des envies des uns des autres. Donc cette organisation a été créée, elle a été décidée à cette époque-là pour favoriser les échanges mondiaux et entre autres pour éviter les guerres, parce qu'on sortait d'un conflit absolument terrifiant où la moitié des pays affrontaient l'autre moitié. Et donc, une des idées de l'époque, c'est que pour limiter les guerres, c'est que les gens se connaissent mieux, arrêtent d'imaginer que tous les gens des autres pays sont des ennemis potentiels. Il fallait favoriser les échanges de personnes et les échanges commerciaux. Il y avait aussi du business évidemment qui était en jeu. Et pour favoriser cette émergence d'un transport aérien qui était 3 fois rien à l'époque, en fait il sortait de nulle part à ce moment-là, eh bien l'idée c'était de dire on ne va pas taxer le carburant, parce que déjà comment on le taxe, qui touche les recettes, c'est toi, c'est moi, c'est parce qu'un avion qui va d'un pays à un autre, il est à cheval sur 2 pays, donc qui décide, qui reçoit, etc. C'était compliqué, donc il a été plus simple de dire on ne taxe pas. On ne taxe pas à l'international. Chaque pays a l'autonomie de taxer s'il veut à l'intérieur de ses frontières. Et la France le fait depuis quelques années. Donc le transport aérien, il est quand même taxé sur le kérosène en France pour les vols intra-France. Donc il n'est pas taxé au niveau international, intercontinental, mais en revanche il y a énormément de taxes par ailleurs. Alors la question c'est quand on veut une taxe, c'est pourquoi on veut une taxe en fait, quelle est sa vocation. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas taxer ou qu'il ne faut pas taxer le kérosène, c'est les taxes servent à quoi et pourquoi il y a des gens qui voudraient des taxes sur le kérosène. Donc il y en a qui veulent des taxes sur le kérosène avec l'idée, il n'y a pas que moi qui veux payer des taxes sur l'essence, je voudrais aussi que les avions, les passagers, ils payent des taxes sur le kérosène. Donc c'est une sorte de question de justice sociale. Ça peut être une approche, on peut aborder les choses comme ça pour une question d'équité, avec cette idée d'équité. Mais si on explique qu'il y a aussi des taxes qui alimentent les budgets nationaux pour tout un tas de missions, les gens peuvent comprendre qu'en fait l'équité elle est déjà là. Ça pourrait être une explication plus claire. Mais on peut avoir l'idée de faire une taxe quand on pense au réchauffement climatique avec l'idée de dire on va taxer les compagnies aériennes, ça va accroître le prix, enfin taxer le passager ou la compagnie aérienne. À la fin de la fin, c'est toujours le passager à la fin qui paye, même si c'est la compagnie aérienne qui pour X raison va en subir le paiement indirect. Je prends un exemple, la taxe qu'on avait appelée la taxe Chirac de solidarité sur des questions de santé pour vaincre le sida, etc. Ça a été lancé, ça devait se répandre dans le monde entier. Au départ, il y a 4 pays qui l'ont fait, il y en a un qui s'est retiré du système. Bref, il y a quasiment plus que la France qui alimente la taxe dite de solidarité et qu'en fait on appelle habituellement la taxe Chirac. Elle a augmenté depuis, puisque comme il n'y a eu que 3 à 4 pays qui l'ont financé, du coup on a dit qu'il faut l'augmenter pour améliorer les questions de santé. Pour plein de raisons, je pourrais m'en expliquer plus longuement, mais je suis un peu hors sujet, donc c'est inapproprié ce système-là, mais en revanche ça diminue la compétitivité du transport aérien français vis-à-vis des autres pays qui ne la payent pas ou qui ne la payent que quand ils viennent sur la France. Ils la payent quand ils viennent sur la France, mais la France n'est qu'une partie de leur activité. La France, c'est toute l'activité d'Air France. Il faut partir de France, sur un vol d'Air France, la plupart du temps. Donc, s'il s'agit de créer une taxe pour renchérir le transport aérien au point que ça va soit atténuer sa croissance, soit diminuer son niveau d'activité, s'il était très élevé, ça peut se comprendre, on diminuerait la pollution due au transport aérien. Ça, c'est un premier niveau d'opportunité. Pourquoi pas ? Dans cette idée-là, il peut avoir l'idée aussi de faire rentrer dans la tête des Français, il ne faut pas prendre l'avion parce que d'abord je te sanctionne et puis c'est pour te faire comprendre que c'est pas bien de prendre l'avion à cause de l'enjeu climatique. Mais il y a tellement d'autres enjeux du même ordre. Si la personne qui ne prend pas l'avion,
elle prend sa voiture pour rouler toute seule et pour faire 40 000 km dans l'année au lieu de faire 1000 km aller-retour sur un avion, c'est pire. Il vaut mieux qu'elle prenne une fois l'avion, qu'elle ne fasse pas 40 000 km en voiture. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se substituer au transport aérien qu'on ne prendrait pas en termes de dépenses? Si c'est pour acheter du bœuf dont l'élevage produit du méthane qui provoque encore plus de ravages que le CO2, etc. Voilà, c'est la question de où va aller l'argent non mis dans le transport aérien. C'est quand même pas simple à résoudre ça. Et donc entre la revendication et le résultat concret de la revendication, est-ce que ça aboutit au résultat souhaité? C'est pas sûr. Il peut y avoir un effet qu'on appelle l'effet Cobra chez les quelques initiés. Je vais vous raconter l'anecdote de l'effet Cobra. C'est comment, avec une revendication ou une demande ou une démarche qui paraît de bon sens, on peut aboutir à l'inverse du but recherché. Je vous raconte cette anecdote. Lorsque la Grande-Bretagne était encore maître aux Indes, quand l'Inde était encore une colonie britannique, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, hélas, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui mouraient de la morsure du cobra. Parce que le cobra, c'est un serpent très répandu en Inde. On en meurt quand on est mordu par un cobra. Et les Britanniques installés en Inde ont dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour réduire le nombre de gens qui meurent de morsure de cobra. Ils ont eu une idée. Ils ont dit on va donner une prime à tous les gens qui vont nous rapporter un cobra. D'accord? Et effectivement, il y a des Indiens ou des colons anglais éventuellement, mais aussi beaucoup d'Indiens, il y avait beaucoup plus d'Indiens que de colons anglais. Il y a des gens qui ont commencé à rapporter des cobras. Et donc, effet bénéfique, alors on leur donnait une prime pour le cobra rapporté, et il y avait moins de morsures de cobra à ce moment-là. Quand même des petits malins qui se sont dit, mais attends, je peux toucher une prime si je rapporte un cobra. J'en ai cherché, j'en ai trouvé un ou deux, maintenant j'en trouve plus, et donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais élever des cobras, leur faire des petits, et puis j'aurai plein de cobras, je rapporterai les cobras, je toucherai la prime. Et ils ont commencé à faire ça. Il y a des gens qui ont commencé à élever des cobras, alors ils étaient en captivité, bon, et ils les élevaient, ils se démerdaient pour les attraper, et puis ils les ramenaient et ils touchaient une prime. Puis au bout d'un moment, les Britanniques ont vu que le taux de prime de cobras, ils se sont dit mais c'est pas possible, ça, il y a un nombre de cobras absolument insensé, c'est quoi le truc? Ils ont fini par comprendre qu'il y avait des gens qui élevaient des cobras, et on a dit bon d'accord, on s'est bien fait avoir, c'était pas une bonne idée, on arrête la prime. Mais ils arrêtent la prime, mais il se passe quoi? Les gens qui ont élevé 50 cobras, 100 cobras, ça n'a plus aucune valeur, et ils les refoutent en liberté. Et on se retrouve avec 4 fois plus de cobras qu'avant, et 4 fois plus de gens mordus par des cobras et morts de morsures de cobras. Ça, c'est l'effet cobra, c'est quand on obtient l'effet inverse du but recherché. Donc j'essaie de vous expliquer comment dans l'aérien, là je me suis un peu éloigné, mais comment dans l'aérien on peut aboutir à des choses comme ça. Des gens avec une démarche écologique que je soutiens parfaitement par ailleurs, parce que j'ai le même souci qu'eux, mais des gens qui ne maîtrisent pas comment ça fonctionne dans le transport aérien, avancent une revendication du genre, par exemple, arrêtons les vols des villes de province vers Paris ou de Paris vers les villes de province, quand il y a une alternative du genre TGV, etc. Ce serait parfaitement possible que quelqu'un qui veut aller de Marseille à Paris, il prenne le TGV, il peut le faire d'ailleurs, plutôt que de prendre l'avion. Donc pourquoi ils prennent l'avion, quoi? C'est vraiment bon. Alors ils prennent l'avion parce que c'est un peu plus rapide. Et donc si on ne gaspille pas du temps pour aller à l'aéroport, au départ ou à la destination, globalement c'est plus rapide de prendre l'avion. Mais on peut le faire en TGV. Bon, alors faisons-le en TGV. Obligeons qu'on ne fasse pas des vols Marseille-Paris, Bordeaux-Paris, etc. D'accord. Alors, dans certaines circonstances, oui, ça peut fonctionner, ça peut être bénéfique pour le climat, pour le réchauffement climatique. Les gens vont faire Marseille-Paris en TGV, ils ne feront peut-être pas tout ce qu'ils avaient prévu de faire à Paris ou à Marseille si c'est le trajet inverse. Ils auront moins de temps pour le faire s'ils font dans la journée. Alors d'ailleurs, s'ils ne font pas dans la journée, s'ils sont obligés de dormir, il va falloir les héberger, il va falloir donc qu'ils aillent dans un hôtel, on va chauffer l'hôtel, il faut avoir l'hôtel à disposition. Donc déjà, on voit que ce n'est pas si simple que ça. On voit que c'est pas si simple que ça, on a de l'hébergement supplémentaire dans beaucoup de circonstances. Moi j'ai connu une époque où ma fille, elle faisait du recrutement, elle se déplaçait en France. Et elle faisait plusieurs entretiens dans la journée. Elle détestait prendre l'avion, ça lui faisait peur. C'était son sujet personnel, elle avait peur de prendre l'avion. Il y a des circonstances où elle était obligée de faire ça en avion, parce qu'en train, elle cherchait à le faire en train chaque fois qu'elle pouvait. C'était pas pour une approche écologique, elle ne l'avait pas à l'époque, et moi non plus, j'avais pas l'enjeu à ce niveau-là. C'est juste parce qu'elle préférait prendre le train. Mais il y a des fois, c'était pas possible en train. Ou alors, il fallait qu'elle ait un hébergement. Et avec les conséquences financières, ça coûte plus cher. Et puis, en termes de CO2, il y a l'hébergement. Et l'hébergement, c'est du CO2 aussi, c'est pas rien.
Alors, développons cette hypothèse. Marseille-Paris. Ah oui, mais il y a des passagers, ils ne font pas que Marseille-Paris, Paris, ou Paris-Marseille, Marseille. Ils vont aller ailleurs après, en particulier ceux qui vont de Marseille à Paris. Parce que si on a besoin d'aller, par exemple, de Marseille à Tokyo, à Marseille, il n'y a pas un vol Marseille-Tokyo. Donc il faut aller dans une ville où il y a un vol vers Tokyo. Et donc il y a des gens qui vont de Marseille à Tokyo, en passant par Paris, il y en a un certain nombre. Hein. Et donc la plupart des vols qui sont à Roissy, enfin les vols qui sont à Roissy plutôt que d'être à Orly, pour les vols d'Air France, ils sont à Roissy dans l'objectif d'amener ceux des passagers qui vont à Paris, mais qui vont, pour la plupart d'entre eux, prendre un vol de correspondance. Parce que sinon, Orly, c'est plus pratique. Hein. En général, les gens apprécient davantage la rapidité de circulation au sein d'Orly que de Paris. Et pour les Parisiens, Orly, c'est plus près que Roissy. Donc, ceux qui vont à Roissy, c'est pour une grande majorité d'entre eux pour prendre un vol de correspondance. Alors, si on leur fait prendre le train, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être compliqué pour attraper le vol de correspondance qui va faire Paris-Tokyo, parce qu'il faut partir plus tôt. Peut-être, du coup, ça oblige à prendre un hébergement, ça dépend des horaires du vol de Tokyo, etc. Ça rallonge le trajet. Et puis comme ça rallonge le trajet parce qu'on prend le train, mais d'un seul coup, celui qui va demander ce trajet Marseille-Tokyo, s'il va sur un site internet, on va lui mettre son parcours par le train, Marseille, TGV jusqu'à Roissy, le TGV arrive à Roissy, et puis le temps de trajet jusqu'à Tokyo. Et puis il va s'apercevoir quand il fait sa recherche que va sortir sur le site internet le même vol en passant par Francfort, le même trajet en faisant Marseille-Francfort en avion, Francfort-Tokyo. Et donc il va le prendre le TGV ou est-ce qu'il va le prendre par Francfort ? Et puis au cas où les Allemands diraient « Ah ben oui, mais nous c'est pareil, on veut mettre des trains, bon, d'accord, ok ». Mais il va sortir aussi Marseille-Dubaï, Dubaï-Tokyo, Marseille-Abu Dhabi, Abu Dhabi-Tokyo, Marseille-Qatar, Qatar-Tokyo, Marseille-Ankara, Ankara-Tokyo. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vols Marseille de chacun de ces aéroports. Hein. Il n'y en a peut-être pas pour tous, mais en tout cas, Emirates, Qatar et les autres, on sait qu'ils veulent aller dans tous les aéroports de province en plus de Paris. Pas qu'à Paris. Et donc, il y a déjà beaucoup de vols. Qatar est à Nice, par exemple. Donc, si je ne prends pas l'exemple de Marseille, je prends l'exemple de Nice, c'est le sujet. Aller à Paris en TGV. Ils vont prendre le vol de Qatar qui va au Qatar et qui va à Tokyo. Et on aboutit au résultat aberrant que, d'une part, on n'a pas gagné ce qu'on voulait gagner, mais c'est même pire que ça, parce que la longueur du trajet Nice-Qatar, Qatar-Tokyo, elle est bien plus longue en trajet, donc en consommation de CO2, que ce soit dans un avion d'Air France ou de Qatar Airways, que de faire Nice-Paris, Paris-Tokyo. Et on a tout perdu. Et là, on est bien dans l'effet Cobra. On a une intention qui est généreuse du point de vue de la résolution de l'enjeu climatique, et je soutiens cette démarche-là, mais pas pour revendiquer des choses dont je sais, moi, par l'expérience que j'ai, la connaissance professionnelle que j'ai, qu'elles vont être au moins partiellement, sinon totalement, sinon pire davantage, contre-productives avec l'effet Cobra CO2. Donc les choses sont très compliquées. Et moi, ça me conduit à faire une préconisation sur ces questions-là, c'est que les plus motivés pour aboutir à ce à quoi il faut aboutir sur l'enjeu écologique et le réchauffement climatique, il faut qu'ils arrêtent de s'en parler entre eux et de se faire des revendications entre eux, entre gens très motivés, ce qui est parfaitement légitime par ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils en parlent, je dirais, directement avec les gens concernés, les spécialistes, pour aboutir à des revendications efficaces et non pas des revendications inefficaces qui malheureusement ont quand même le risque d'aboutir parce que des gens très motivés, des partis écologistes, des associations écologistes arrivent à faire passer un certain nombre de revendications dans le public dont on sait démontrer aujourd'hui que la mise en œuvre, elle rate la cible, elle n'atteint pas la cible du nouvel avantage vis-à-vis de l'enjeu climatique pour tout un tas de raisons. Je vais donner un exemple. On sait que l'Allemagne est un pays où il y a une mobilisation écologique probablement plus intense qu'en France. Les partis écologiques ont plus d'audience en France, même si en France on voit que ça augmente. C'est ça. On peut imaginer dans les élections qui viennent, ça pourrait encore augmenter. Mais l'Allemagne a de l'avance dans ce domaine-là. Donc les revendications écologiques sont davantage portées et du coup, comme partiellement aussi, ils ont parfois des parcelles de pouvoir, davantage mises en œuvre.
Alors, je vais vous montrer une revendication qui aboutit à la fin, non pas à ce que j'appelle l'effet Cobra, c'est-à-dire le truc inverse du but recherché, mais qui en tout cas rate la cible. Il y en a une qui a été évoquée récemment par un spécialiste dans la question climatique, qu'on trouve sur YouTube, j'ai oublié son nom. L'Allemagne a entrepris un plan d'isolation de ses bâtiments. Du public, des bâtiments publics, des bâtiments privés. Ils ont dépensé 300 milliards d'euros là-dedans sur un paquet d'années. 300 milliards, c'est une somme absolument considérable. Là, quand je parle des prêts aux compagnies, on parle on chiffre en dizaines de milliards. Là, en centaines de milliards, on couvre un pays d'isolation. Voilà. On fait le bilan au bout de quelques années de mise en œuvre et on regarde si l'Allemagne consomme moins d'énergie pour son chauffage qu'avant. Non. La cible est ratée. Et c'est incroyable, moi quand j'ai entendu ça, je suis assez branché sur ces questions-là, je vous jure, j'ai quand même été surpris, d'autant plus que quelqu'un que j'apprécie, Jean-Marc Jancovici, dans ses préconisations principales, il dit qu'il faut absolument isoler la France, donc les maisons françaises et les bâtiments publics. Ça reste dans ses revendications. Mais il faut le faire en faisant attention, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne et pourquoi ça produit absolument rien? Les gens avant, ils avaient une facture de chauffage et ils chauffaient à 19 degrés parce que la facture de chauffage était élevée. Entre autres raisons, d'ailleurs en Allemagne il n'y a plus de nucléaire et donc ils ont une électricité qui est encore plus chère qu'en France, même si elle augmente en France. Donc ils ont des modes de chauffage assez coûteux, que ce soit électrique, le pétrole, le gaz, le mazout ou le gaz, c'est assez coûteux en Allemagne le chauffage. Mais comme du coup ils ont moins consommé de gaz, d'électricité, de fuel éventuellement, du coup c'était plus facile d'être confortable à 21 degrés et ils ont juste poussé le thermostat pour être plus confortable l'hiver. C'était bien isolé quand même. Les maisons sont bien isolées, elles sont globalement maintenant sur l'ensemble du pays bien isolées, mais le gain CO2 escompté, il se produit pas. L'effet rebond. C'est l'effet rebond, voilà, c'est l'effet rebond. Quelqu'un disait récemment, en parlant de ces questions de réchauffement climatique, pour le moment, les hommes politiques, d'une façon générale, en France entre autres, mais pas pire qu'ailleurs, ils sont à l'ouest par rapport à ces questions-là. Ils ne maîtrisent pas vraiment le sujet au niveau, on va dire, de connaissances, d'informations, de formation au niveau scientifique requis. Ceux qui connaissent bien le sujet considèrent qu'il faut au moins écouter une conférence spécialisée sur le sujet de 2 heures, pas celle que je suis en train de vous faire, je suis un novice dans le sujet, mais du genre de celle que peut faire Jean-Marc Jancovici, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un spécialiste du carbone, il fait beaucoup de conférences de l'ordre de 2 heures, et là, on comprend qu'il y a un sujet qu'on ne comprenait pas avant, déjà. Là, on est interpellé, on a compris qu'on n'avait pas compris jusque-là. Mais après, on ne maîtrise pas tout, mais on a compris qu'on se trompait jusque-là, qu'on n'était pas informé, qu'on se trompait sur les idées qu'on avait. Et en revanche, tous ceux qui sont scientifiques, ingénieurs, mais même s'ils sont scientifiques, ils peuvent être scientifiques dans un domaine et ne pas avoir une compréhension complète du sujet. Donc ceux-là, ils doivent faire l'effort de se former sur tout. Et Jancovici, qui se spécialise sur ces sujets-là, considère qu'en dessous de 20 heures de formation spécifique, on n'est pas opérationnel. Et donc, que ce soit nos hommes politiques qui n'ont jamais fait ces 20 heures, ni même les conférences de 2 heures, quelques-uns l'ont fait un petit peu. Un gars comme Édouard Philippe, par exemple, paraissait à peu près conscient de l'enjeu général. Et pourtant, pendant ces 3 ans d'activité, il n'a pas fait des choses à la hauteur de cet enjeu. Mais il semble qu'il avait la conscience. Macron, il semble que sa conscience s'améliore, mais peut-être pas encore au niveau de celle qui était atteinte par Édouard Philippe. Et puis, on a encore plein d'autres qui ne sont pas au niveau, et que ce soit les gens au pouvoir ou les gens qui ne sont pas au pouvoir. Et les écologistes qui, eux, semblent avoir la conscience, parfois, ils n'ont pas les revendications adaptées parce qu'ils ne sont pas assez en connexion avec tous les acteurs. Alors moi j'ai fait une démarche depuis la conférence de janvier, je me suis rapproché de l'association The Shift Project que j'évoquais tout à l'heure, parce que cette association s'est manifestée, elle n'était pas très connue, et elle s'est dit je vais faire un appel de fonds pour travailler davantage les sujets sur lesquels je me spécialise, et entre autres ils avaient besoin d'argent pour acheter les données concernant la disponibilité de pétrole sur Terre. Assez curieusement, les données exactes dans ce domaine-là, elles sont pas répandues parce qu'elles sont, je vais dire, regroupées, concaténées par des organismes à qui ça coûte de l'argent pour le faire, et après ces organismes, ils vendent la disponibilité des données, et il y a même des États qui n'achètent pas ces données-là, il y a des États qui n'ont pas assez d'argent pour acheter ces données-là. En France, je ne sais même pas si l'État français dispose de ces données-là, s'ils les ont pas, il vaudrait mieux qu'ils les aient.
Et cette association a fait un appel de fonds, j'ai participé, j'ai donné un peu de sous à cette association, et ils ont pu acheter les données, parce qu'on leur a fait un prix d'amis, vu que c'était une association et pas un État ou un organisme ou une entreprise. Ils ont eu un prix d'amis qui a coûté quand même un sacré paquet de pognon, et ils ont toutes les données sur la disponibilité actuelle et future de pétrole. C'est pas joyeux. Donc un autre problème au-delà du réchauffement climatique, c'est la fin des ressources énergétiques traditionnelles. Voilà. Et donc, pour aller vite, je vais dire, manifestement, nos décideurs, qu'ils soient institutionnels, dans les entreprises ou les hommes politiques, ils n'ont pas le niveau de formation. Alors dire à un homme politique de 50 ans qu'il faut qu'il aille se former, je vous laisse imaginer, c'est pas facile pour le citoyen lambda en entreprise, par exemple. Hein. C'est pas facile de s'entendre dire faut que tu ailles te former sur tel sujet. On croit qu'on l'est parce qu'on est allé à l'école, éventuellement on est bac plus X. Et ben c'est pour autant qu'on est formé sur le réchauffement climatique parce que c'est une science extrêmement récente. Et donc voilà, on a affaire à des gens pas formés qui ne cherchent pas à l'être parce qu'ils croient qu'ils le sont suffisamment et ils se trompent beaucoup dans leurs décisions. Et puis quand ils ont conscience du sujet, ils se rendent compte après de l'ampleur de la tâche, l'ampleur des choses à faire. Et puis pour beaucoup, ils renoncent, surtout dans nos démocraties. Je vais m'interrompre là, j'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire sur la stricte partie du transport aérien, mais je suis sûr que vous avez plein de questions, donc je vais laisser de la place aux questions.